Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va sortir du cadre purement sportif pour se concentrer sur le rapport entre le sport et l'armée. Donc rapidement, comme d'habitude, un petit point historique pour comprendre d'où vient ce lien entre les sportifs et l'armée. Dans un second temps, je vous parlerai de l'armée des champions, un programme développé par le ministère des Armées qui vise à accompagner les sportifs dans leur quête de performance. Alors on enchaîne directement sur le point historique. Je vais pas vous faire un cours d'histoire parce que sinon ce serait chiant, mais c'est juste histoire d'avoir un contexte autour du sujet de la vidéo. Donc visiblement dès l'Antiquité, les soldats étaient impliqués dans des formes de sport telles que la lutte dont seuls les Romains et les Grecs avaient le secret. Au Moyen-Âge, c'était surtout les nobles qui pratiquaient les activités sportives comme la joute à cheval ou le tir à l'arc. Et là où ça devient intéressant, c'est à partir de Napoléon Ier qui se rend compte dans ses batailles que l'aspect physique est vraiment très important et qui décide de rendre obligatoire la pratique du sport dans les écoles militaires. On sait également que les tensions géopolitiques et militaires de la fin du 19e siècle sont pour beaucoup dans le retour des Jeux Olympiques de Pierre de Coubertin en 1894, autour bien sûr des valeurs des Jeux Olympiques que l'on connaît, l'unification des peuples, le déplacement de soi, etc. Durant la Première Guerre mondiale, les officiers britanniques jouent au football avec les soldats pour créer une cohésion de groupe. D'ailleurs, bon nombre de sportifs français sont morts durant cette période de guerre. On peut citer Henri Tauzin ou Jean Bouin, des athlètes, ou encore 3 vainqueurs de Tour de France qui sont décédés durant ces 4 années de guerre. Il y a également Roland Garros, célèbre aviateur et très sportif. On les connaît principalement grâce à leur nom donné en hommage à des événements sportifs ou à des stades. Le sport occupait également une place importante dans le système militaire du fascisme italien. L'équitation également permettait de tester les chevaux destinés à l'armée. La préparation physique militaire devient vraiment cruciale après la Seconde Guerre mondiale. La France en 1948 participe à la création du CISM, l'équivalent du CIO mais pour les armées. Et en 1959, la Fédération des clubs de la défense voit le jour en France. Après 1960 et des JO de Rome conclus sans médaille d'or pour la France, Charles de Gaulle décide d'ailleurs d'intensifier ce programme. Et je suis toujours obligé de mentionner le sport américain avec le duel annuel de football américain universitaire entre l'Army et la Navy, 2 écoles militaires qui s'affrontaient cette année pour la 124e fois devant 66 000 personnes au Gillette Stadium dans le Massachusetts. Et donc après ce petit point historique, on passe au vif du sujet, l'augmentation du nombre de partenariats entre les sportifs et l'armée, notamment grâce au programme de l'armée des champions. L'armée des champions est donc introduite en 2004 par le ministère des Armées, ex-ministère de la Défense, et s'occupe donc de répartir les sportifs de haut niveau dans les différentes branches de l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, mais aussi la gendarmerie. Il établit donc un contrat de travail entre un sportif, qu'il soit valide ou parasportif, et l'armée, donc c'est un contrat propre à ceux que l'on peut trouver dans l'armée habituellement. Et donc cette initiative gouvernementale, elle vise à soutenir le sport de haut niveau, à ne pas confondre avec le sport professionnel. Je vous avais parlé il y a peu du baseball, qui est un sport de haut niveau en France, mais pas un sport professionnel. Cela concerne donc des sports généralement peu médiatisés. Dans ce programme, on retrouve beaucoup d'athlètes issus des sports d'hiver comme le biathlon ou le snowboard. Alors bien que l'armée des champions soit rattachée au ministère des Armées, elle reste en relation avec l'Agence nationale du sport, ANS, qui elle est rattachée au ministère des Sports. L'ANS intervient lorsqu'un sportif n'a pas d'autre choix que de travailler dans une structure publique ou privée en parallèle de sa carrière, donc elle lui assure donc un contrat qui lui permet une rémunération tout en lui accordant des aménagements du temps de travail pour qu'il puisse se rendre à ses entraînements. Vous vous doutez bien que lorsqu'un sportif doit travailler en parallèle de sa carrière, c'est très compliqué, on n'est pas à fond mentalement et physiquement au même titre qu'un étudiant qui doit travailler dans un job étudiant en dehors de ses études. Ils sont 525 à bénéficier de ces aménagements et plus de 2000 à bénéficier de contrats d'image ou de conventions d'insertion professionnelle. Et pour en revenir à l'armée des champions, on se rend compte que la perspective de lier sa carrière sportive à l'armée, eh bien elle plaît de plus en plus. Ils étaient 88 en 2018, 206 en 2022. En 2022, c'est un groupe de 18 jeunes qui avaient rejoint le programme. De même en 2023. En 2023, il y avait 34 candidatures venant de 20 fédérations différentes à l'image du gymnaste Benjamin Husberger. Et ces sportifs, ils sont affectés au bataillon de Joinville, lui-même associé au CNSD, qui prend racine en 1852, et après plusieurs interruptions, il est revenu en 2014. Plusieurs sportifs très célèbres sont passés par là, notamment Jacques Anquetil, multiple vainqueur du Tour de France, ou encore plusieurs vainqueurs de la Coupe du Monde 98 de football. Au total, c'est 21 000 athlètes qui ont été en relation avec ce bataillon. Et maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de rejoindre l'armée des champions. Les contraintes sont très limitées, mais ça permet de voir en parallèle les problématiques que doivent rencontrer les sportifs au quotidien et ce qui les pousse à rejoindre ce type de structure.
Et donc le premier avantage, c'est la rémunération. Cela leur permet d'avoir un salaire stable, une somme versée chaque mois. Je pense que cette problématique du salaire, elle est parfaitement imagée par les tennisman professionnels ou semi-professionnels, mais classés très très loin au classement mondial, qui tout simplement, lorsqu'ils ne performent pas ou qu'ils se blessent, n'ont tout simplement pas de revenus à la fin du mois, puisqu'ils sont obligés de se consacrer à 100% dans leur activité sportive. Eh bien, ce salaire versé par l'Armée des champions, elle permet à plein de sportifs dans plusieurs sports de lutter justement contre cette précarité. Et on peut voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui adhèrent à ce principe. Je peux vous citer l'exemple de Yasmina Aziez qui pratique le taekwondo et qui, lorsqu'elle avait rejoint l'Armée des champions, avait 17 ans. En fait, c'est tout bénef pour les jeunes champions. Cela leur permet de lancer leur carrière en toute sérénité pour eux qui n'ont pas forcément de sponsors. Et l'objectif financier final de l'Armée des champions, c'est d'atteindre un seuil de rémunération de 40 000 euros annuels par sportif, soit environ 2600 euros net par mois. Cela permet bien sûr de régler les factures, mais aussi les frais sportifs et donc indéniablement de booster les performances d'un athlète, car quand on n'a pas de problème d'argent en tête, on est tout de suite plus performant. Si le seuil n'est pas atteint, il y a également d'autres aides qui s'ajoutent pour atteindre ces fameux 40 000 euros. Mais l'aspect financier n'est pas le seul avantage de l'Armée des champions, il y a également une courte formation militaire, une assistance en cas de blessure, mais aussi surtout des opportunités de reconversion professionnelle. On sait que c'est le problème numéro 1 des sportifs. Si je me loupe ou que je dois arrêter, eh bien qu'est-ce que je ferai? Ça a tendance à diminuer bien sûr parce que les sportifs font de plus en plus d'études, mais le ministère de l'Armée promet aussi des reconversions professionnelles. Et maintenant, je vais vous citer l'exemple d'Enzo Lefort, multiple champion du monde, champion olympique d'escrime, mais aussi sergent dans l'armée de l'air. J'ai trouvé son exemple assez pertinent puisqu'il nous explique bien les problématiques qu'il rencontre au quotidien et ce que lui a permis la signature de son contrat. Il faut savoir que l'escrime n'est pas un sport professionnel, donc la fédération ne le paye pas chaque mois, il touche seulement des primes de résultats et le remboursement de ses frais sportifs. Il touche aussi un petit peu d'argent grâce à ses sponsors, mais l'armée lui a permis d'avoir cette stabilité économique dont je parlais tout à l'heure. Et le statut de ce type d'athlète étant très précaire, car tout peut s'arrêter à tout moment, une blessure et ils ne seront pas payés, eh bien c'est compliqué pour eux de contracter des prêts ou de réaliser des achats très coûteux. Autre problème majeur, c'est celui de la cotisation pour la retraite. Les athlètes comme Enzo Lefort, ils ne peuvent pas cotiser depuis 4 ans à l'INSEP, donc ça montre l'importance d'une possibilité de reconversion, tout simplement d'un contrat avec l'armée qui permet une cotisation mensuelle tout simplement. Il touche également l'assurance maladie militaire et bénéficient d'un statut juridique semblable à celui des autres militaires. Ils ont un grade, bien qu'ils ne soient jamais envoyés au combat, mais ce grade correspond à leur performance sportive et leur assure au minimum un SMIC. Et avec tous ces avantages, on peut se demander qu'est-ce que rapportent en contrepartie les sportifs à l'armée. Eh bien, principalement des contrats d'image. C'est un vrai boost pour la communication. Ils portent le logo de l'armée sur les podiums. Ils participent également aux événements de l'armée, aux compétitions militaires internationales et ils doivent réaliser un stage d'1 semaine chaque année. Ces 3 éléments nécessitent une mobilisation d'environ 20 jours par an. La France est d'ailleurs champion du monde de rugby militaire, les médias en avaient pas mal parlé, et depuis sa création en 2004, l'Armée des champions a rapporté 117 médailles à l'équipe de France olympique. Ils seront près de 150 à représenter les couleurs de la France aux Jeux olympiques de Paris 2024, ainsi que 33 athlètes paralympiques. Il y a en tout 39 équipes de France militaires. L'armée part du principe que les athlètes partagent les mêmes valeurs et les défendent à l'international au même titre que les militaires. Ce qui m'a un petit peu gêné aussi dans ce que j'ai lu, c'est que le ministère des Armées se dit être le premier contributeur de l'État au sport. Sans rentrer dans la politique bien sûr, parce que ce système il me paraît solide, il marche et il séduit de plus en plus d'athlètes, mais si c'est le budget de l'armée qui finance le sport, où passe celui de notre ministère des Sports? À quoi sert notre ministère des Sports? Surtout quand j'entends plusieurs athlètes dire que les moyens mis par les fédérations à la préparation de ces Jeux Olympiques n'ont pas été titanesques. On peut également se demander si ces athlètes sont vraiment utiles à l'armée, tout simplement. Donc voilà, ça me laisse encore quelques petites interrogations. J'ai un petit peu du mal à saisir la répartition du budget. Mais donc je vais finir cette partie par quelques exemples d'athlètes très connus qui sont membres de l'Armée des champions. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est Martin Fourcade, légende du biathlon, qui est sous-lieutenant dans l'armée de terre depuis 2017 et qui est affilié à l'école militaire de Chamonix. Je peux également vous citer la judokate Clarisse Agbenienou, qui comme Martin Fourcade vit totalement du sport, mais qui en parallèle de sa carrière sportive suit un cursus militaire dans lequel elle est adjudante dans la gendarmerie. Il y a également Jimmy Gressier, nouveau recordman d'Europe du 10 km, ou d'autres biathlètes comme Émilien Claude ou Antonin Guigona, respectivement soldats de première classe et maréchal des logis. Donc comme je vous le disais, certains bénéficient des possibilités de reconversion à la fin de leur carrière sportive, tandis que d'autres mettent tout simplement fin à leur partenariat avec l'armée lorsqu'ils prennent leur retraite sportive. Et pour finir, je dirais donc que les possibilités de reconversion professionnelle ne s'appliquent pas seulement à l'armée. Jean-Michel Lucenay, champion olympique en 2016, multiple champion du monde, et lui responsable team chez Pôle emploi, son rôle est de faire comprendre les besoins des sportifs en milieu professionnel. Annick Corilla, qui est une ex-paratriathlète, exerçait déjà la profession de kinésithérapeute en parallèle de sa carrière. On voit donc que beaucoup restent un petit peu dans le domaine du sport. On connaît tous d'anciens sportifs devenus consultants pour les médias.
Donc voilà, j'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo, j'ai trouvé le sujet assez intéressant. Malheureusement, on en revient toujours un petit peu à cette problématique du manque de moyens dans certains sports. Moi, ça m'agace un petit peu de voir que les champions du monde de foot ont touché chacun 400 000 euros de la part de la fédération et qu'à côté de ça, un médaillé d'or olympique touche 65 000 euros. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à me donner votre avis sur ce programme de l'armée des champions. Je vous mets toutes mes sources dans la description. Comme ça, si vous voulez plus d'informations, libre à vous d'aller regarder. Et je vous dis donc à très bientôt.